Bonjour à tous. Donc je vais clôturer cette série de présentations. Après mes collègues qui vous ont parlé de ce qu'on a pu faire lors de leur projet très, vous l'avez vu, très fourni et très riche sur l'exploitation des données produites à l'hôpital, moi je vais vous parler de l'après. Ça a été évoqué lors de la première session et présentation des chirurgiens. Qu'est-ce qu'on doit faire après en fait? Comment on fait pour savoir si une ISO se déclare, apparaît en tout cas, après l'hospitalisation? Alors comme vous le savez, on est en plein dans le virage ambulatoire. Hein. Aujourd'hui, on a plus de 60% des chirurgies qui sont désormais réalisées en ambulatoire. Et donc forcément, ça ne va pas nous aider pour avoir l'information d'une ISO quand le patient part plus tôt. Enfin, plus tôt par rapport aux hospitalisations il y a 20 ou 30 ans. Ce virage, donc, il a été pris il y a quelques décennies. Maintenant, comme je le disais, on a plus de 60%, mais il y a aussi un raccourcissement en fait, des durées d'hospitalisation, vous savez, après une chirurgie. Et donc, ça complique notre tâche d'identification des ISO. Cependant, on a de plus en plus d'outils qui se développent depuis ces dernières années, qui nous viennent essentiellement justement de la surveillance des patients qui sont notamment hospitalisés chez eux et qui ont des maladies chroniques. Il y a un glissement justement vers les patients qui ont été justement traités en chirurgie ambulatoire et qui retournent chez eux. Donc je vais vous faire un petit panorama de ce qui existe et de ce qu'on peut espérer voir prochainement et voilà, voir rapidement aussi les données qui existent là-dessus sur l'intérêt de ces outils-là. Je remets rapidement la définition de la télémédecine telle qu'elle est définie dans le Code de santé publique. Ce qui va nous intéresser en fait, nous, c'est essentiellement la téléconsultation et la télésurveillance médicale. C'est important de rappeler tout de même que la télémédecine, ça met en rapport un patient avec le professionnel de santé. C'est un détail qui est important puisque ça va exclure tous les dispositifs, par exemple, qui peuvent être conçus pour analyser directement une plaie sans forcément mettre en lien les équipes médicales. Il y a toujours en télémédecine un lien avec l'équipe médicale, c'est le principe. Donc j'ai proposé cette petite séparation entre les différents outils, bien que la plupart des outils développés récemment proposent en fait des options, des fonctionnalités qui cochent en fait ces deux catégories. Mais globalement, on peut voir en fait les outils qui servent en fait à maintenir ce lien avec le patient directement, c'est-à-dire par exemple les outils de téléconsultation vidéo, plus connus évidemment comme Doctolib. Qui nous permettent en fait directement avec les équipes, qui permettent directement aux équipes médicales de rester en lien avec le patient, et les plateformes qui vont centraliser les données une fois que le patient est rentré chez lui. Voilà, du transfert de données simple. On a une petite coquille, donc le deuxième point qui apparaît en 1, c'est les autres outils, donc les outils de suivi automatisé qui, eux, pour le coup, ont un objectif un peu différent, c'est plutôt de transmettre une alerte à partir des informations qui sont stockées quelque part. Donc, dans le premier type d'outils, les professionnels de santé vont analyser les informations qui leur sont mises à disposition. Dans le deuxième type d'outils, c'est plutôt une alerte qui va être générée pour une fois que ces informations ont été analysées automatiquement. Donc pour les outils de téléévaluation clinique, comme je le disais, voilà, l'exemple basique, c'est pouvoir en fait se connecter en visio avec son patient. Voilà. Mais on a plusieurs outils en fait, qui sont spécialisés dans justement le transfert et la centralisation d'informations en post-chirurgie et en retour à domicile. Donc je ne sais pas si ces outils ont déjà été utilisés par certains d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Mais effectivement, voilà, j'en ai cité 3 par exemple ici. Comme je le disais, voilà, l'idée c'est en fait une plateforme web qui va centraliser les informations et qui va permettre de connecter l'équipe médicale au patient une fois qu'il est rentré chez lui. Il y a des outils qui proposent justement une présélection des alertes pertinentes. Voilà. En gros, ça va clignoter, hein, tout simplement, ça va clignoter une fois que le médecin ou l'équipe médicale en général va se connecter sur la plateforme et se connecter au dossier du patient. Bah, il va pouvoir en fait voir ce qui va clignoter, ce qui va apparaître comme potentiellement un facteur qui nous indiquerait la présence d'une infection. Voilà, forcément, et ça, c'est des limites qui sont généralisables en fait à l'ensemble des outils qui sont présentés dans cette présentation. Forcément, ça va dépendre en fait, des outils qui sont, enfin du matériel pardon, qui est disponible à la fois pour le patient, mais aussi pour, par exemple, pour les patients qui sont hospitalisés à domicile par la suite,
aux équipes médicales qui vont venir le consulter en HAD, ou bien par exemple les infirmiers à domicile. Pour certains outils, ça va nécessiter en fait une certaine autonomie du patient dans la complétion des questionnaires, donc avec ce que ça peut engendrer comme une mauvaise complétion tout simplement. Et enfin, forcément, ça va mobiliser le personnel médical puisque pour les plateformes de consultation notamment, ça va nécessiter quand même un temps de consultation qui n'est pas forcément très différent du temps de consultation du patient qui reviendrait à l'hôpital. Alors, deuxième type d'outil, les chatbots, donc les robots conversationnels. Alors, j'ai pris l'exemple de MemoQuest. C'est un outil qui est déployé dans pas mal d'établissements aujourd'hui. Peut-être aussi, je ne sais pas, à main levée, est-ce qu'il y en a qui connaissent cet outil ou pas du tout? Non? Personne? Personne, d'accord, dommage. C'est un outil qui a été utilisé, qui est utilisé actuellement dans certains hôpitaux de la paix, certains hôpitaux, certains CHU comme le CHU de Rennes. Justement, d'ailleurs, il y a une étude qui a été produite en 2021 sur justement l'utilisation et l'intérêt d'utilisation de cet outil, qui est un robot conversationnel très simple, en fait. On demande en fait au patient qui aura fourni dans son dossier son numéro de téléphone s'il veut bien être mis en relation avec un chatbot. Et en fait, ce chatbot va envoyer régulièrement, après la sortie du patient, des messages pour lui poser des questions. Et en fait, c'est tout simplement une conversation qui va avoir lieu entre le patient et le chatbot. Et ce qui va se passer, c'est que le chatbot, en fonction des réponses qui seront fournies par le patient, va pouvoir envoyer une alerte à l'équipe médicale, à l'équipe hospitalière, si le chatbot considère qu'il y a potentiellement un risque d'infection. Voilà. Il existe aussi des outils d'aide à la consultation. Là, je prends l'exemple d'un outil qui n'est pas forcément optimisé pour les plaies post-op, mais qui peut être utilisé à cette fin. C'est cet outil qui s'appelle Illico. C'est un outil qui est proposé notamment aux infirmières à domicile et aux équipes de HAD. En fait, l'objectif, c'est tout simplement de prendre une photo, plutôt de collecter des informations, dont une photo de la plaie, pour suivre en fait le suivi de la plaie au fur et à mesure des jours et des semaines qui suivent une opération. Et ce que ça va permettre, c'est de faciliter la consultation des infirmiers qui vont s'occuper de la plaie à domicile et leur permettre justement d'évaluer l'évolution positive ou négative. Et il y a une possibilité de partage des informations aux autres professionnels de manière sécurisée. Un peu sur le même principe, mais qui intègre une analyse un peu plus poussée de l'image, c'est cet outil qui s'appelle Pixaker. Pareil, est-ce que ça parle à certaines personnes? Non, pas du tout. Non, très bien. Vous n'êtes pas des utilisateurs de l'application, très bien. Et donc cet outil-là, un peu sur la base de l'outil précédent, va permettre de centraliser des informations, des informations là, qui sont soit écrites, soit des images. Mais l'avantage de cet outil-là, c'est qu'il va permettre en fait, d'analyser directement la plaie. Donc ici, vous n'avez pas un exemple de plaie forcément qui va nous intéresser dans le cadre des ISO, mais c'est un outil qui est utilisable pour tous les types de plaies. Et l'IA en fait, qui est intégrée à cet outil va calculer un score en fonction des caractéristiques de la plaie. Donc il va déterminer par exemple effectivement l'évolution de la surface, l'apparition de pus par exemple. Vous voyez là, sur la petite image, vous avez une palette de couleurs qui vous permet en fait, de comparer justement l'évolution en fait, de la couleur de la plaie. En fait, avec tous ces paramètres, en plus de ceux qui seront renseignés par l'équipe médicale, comme je le disais, soit infirmière à domicile, soit de HAD, qui va s'occuper du patient, avec toutes ces informations, un score va être calculé pour déterminer en fait, s'il y a vraiment potentiellement une ISO ou pas. Et pareil, de la même manière, l'IA va transmettre ensuite l'information à l'équipe médicale, un signal en gros qui dira attention, je suspecte une ISO. Et donc voilà, l'équipe hospitalière sera directement informée, directement ou via l'équipe de HAD, et du coup pourra évaluer elle-même à partir des informations et des images qui leur sont retransmises via l'application, et donc évaluer elle-même si l'alerte était correcte ou que l'application a pris un peu trop de zèle.
Donc voilà pour le petit panorama de ce qui existe en type d'application. Voilà, j'ai pris des exemples, hein, mais il y en a beaucoup qui sont disponibles, des applis en France ou à l'international. Pour les développements futurs, alors on parle beaucoup ces dernières années de dispositifs médicaux intelligents. Et en fait, ces développements futurs, justement, intègrent l'utilisation de ces dispositifs médicaux pour estimer la probabilité d'une infection sur le site opératoire. Là, je prends l'exemple notamment des pansements intelligents qui vont en fait recueillir plusieurs paramètres justement au fil de l'évolution de la plaie et qui vont pouvoir notamment justement fournir un signal au moment où ces paramètres peuvent nous orienter vers une infection sur le site opératoire. Enfin, il y a de plus en plus d'utilisation en fait, des informations qui sont collectées via vos smartphones. Alors peut-être que parmi vous, je ne vais pas redemander une dernière fois, mais je pense que parmi vous, il doit y avoir des personnes qui utilisent des applications santé. C'est le cas par exemple des applications, voilà, l'application santé d'Apple, des applications aussi comme celle de Weezings, etc., qui proposent justement des collectes d'informations et de plus en plus, en fait, ces outils, ces applications vont permettre de générer un rapport qui peut être envoyé au médecin. Alors aujourd'hui, c'est toujours utilisé dans le cadre du suivi des pathologies chroniques, en tout cas pas à ma connaissance dans le suivi des plaies chirurgicales, mais c'est potentiellement ce qui pourrait être fait à l'avenir. On sait par exemple récemment, il y a une société qui a proposé de suivre en fait les excrétas, les urines via un dispositif qui est posé dans les toilettes. Voilà. Et en fait, en analysant les urines à chaque miction, ça peut émettre un signal. Voilà. Donc c'est le genre de développement voilà, qui peuvent être utiles à l'avenir pour le suivi des ISO. Alors qu'en est-il des données de la littérature? Est-ce qu'il y a un réel bénéfice à utiliser ces outils? Alors globalement oui, pour faire simple. Alors je vous ai mis quelques exemples de la littérature qui montrent en fait une amélioration significative de la détectabilité des ISO, c'est ce qu'on attend de toute façon, hein, voilà. Après le retour à domicile, et une amélioration de la réactivité clinique, donc qui permet en fait justement d'éviter que le patient soit réhospitalisé, c'est le deuxième point. Il y a une réduction significative du taux de réhospitalisation des patients, de la fréquence des consultations post-op. Ça permet aussi, voilà, comme je le disais, qui n'est pas forcément apparu dans le diapo, d'éviter en fait, par exemple comme le chatbot, de devoir forcément appeler les patients à leur retour à domicile. Voilà, c'est la pratique actuelle de suivi la plus prisée aujourd'hui, c'est l'appel téléphonique, hein, tout simplement. Et bien, des chatbots comme celui que je vous ai présenté permet en fait justement d'éviter de prendre du temps en fait à faire ces rappels pour chaque patient hospitalisé et sorti et rentré à domicile. Je conclus. Évidemment, amélioration de la satisfaction patient, ça a été recueilli aussi dans plusieurs études. Le patient est globalement satisfait. Ça se manifeste notamment par le taux de réponse. C'est tout bête, mais quand vous appelez votre patient une fois qu'il est retourné, il faut qu'il réponde. Sinon, vous n'avez pas d'infos. C'est logique. Et effectivement, on constate qu'il y a quand même un taux important de non-réponse lors des appels. Et bien, on le voit notamment avec les applications comme le chatbot, que le taux de réponse est beaucoup plus important. Pour conclure, je vais passer très vite. Donc, on a vu qu'il y avait quand même un intérêt réel. Les études que je vous ai citées, tout de même, il faut préciser que c'est des études qui sont généralement faites localement. Et comme on sait que les ISO, ça reste quand même des accidents qui arrivent de manière ponctuelle à l'échelle d'une année, eh bien, sur les études qui sont réalisées sur plusieurs mois, forcément, on n'a pas forcément la cohorte nécessaire pour avoir une résolution importante. Donc, plus d'études, notamment multicentriques, seraient de bon ton. Enfin, parmi les limites qu'on peut citer, la nécessité de garantir la fiabilité clinique, ça c'est forcément lorsqu'on fait appel à un outil comme une IA qui va analyser une image. L'idée, c'est pas d'envoyer des signaux tous les jours, hein, toutes les 5 minutes, à chaque fois qu'il y a une image, une photo qui devient rouge. C'est tout bête, mais voilà, ça fait partie du développement de l'outil. La question qu'on se pose, c'est quels outils pour les patients qui sont les plus fragiles et isolés? Alors, je parle de l'isolement numérique, mais pas que. Des patients qui sont isolés tout court, qui n'ont pas forcément la possibilité justement d'utiliser des outils ou qui sont pas forcément pris en charge, ne peuvent pas être pris en charge en HAD par exemple.
Voilà, des études, comme je le citais, notamment médico-économiques aussi, ce qui permet d'avoir des billes pour financer ce genre de choses, tout simplement. Faut montrer l'intérêt, justement, y compris d'un point de vue médico-économique. Et enfin, pour finir, on a toujours en fait des questions réglementaires qui s'imposent. La réglementation des données, évidemment, qui limite en fait ce qui peut être fait, c'est normal, c'est pour protéger justement les données des patients, mais c'est aussi une contrainte en fait à respecter lorsqu'on développe ce genre d'outils. Et il y a toujours cette question en fait de, comme je le disais tout à l'heure, du DM qui peut être utilisé comme un acte de télémédecine, peut être utilisé dans le cadre d'un acte de télémédecine. Les outils que je vous ai présentés ne sont pas forcément considérés comme des dispositifs médicaux. C'est pareil, donc il y a des outils qui peuvent être utilisés mais qui ne sont pas forcément encadrés et validés avec un marquage CE par exemple. Et donc, quid de ces outils-là? Je vais terminer. Merci beaucoup, Nabil.